Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter de la question figurant dans le programme de seconde. La première question, à savoir comment les économistes, les sociologues et les politistes raisonnent. Dans une autre vidéo à venir, nous verrons comment ils travaillent. C'est parti. Nous allons voir et comprendre qu'une des questions de base de l'économie est qu'est-ce qu'une allocation efficace des ressources rares? Que celles de la sociologie sont comment fait-on société? Comment explique-t-on les comportements sociaux? Et que celle de la science politique est comment s'acquiert et s'exerce le pouvoir politique. Commençons par la question économique. Qu'est-ce qu'une allocation optimale? Autrement dit, qu'est-ce qu'une allocation efficace des ressources rares? Nous allons dans un premier temps définir les mots-clés. Allocation. Allocation est un mot de la même famille que allouer. Allouer, ici, dans notre contexte, veut dire faire un choix, dans une situation impliquant l'utilisation de ressources rares. Ressources rares. Ce sont des ressources qui existent en quantité limitée, telles que le temps. Nous savons par exemple que dans une journée, nous ne disposons que de 24 heures. Allons-nous utiliser la totalité de nos 24 heures à nous reposer, regarder des films? La question de la location de cette ressource rare qu'est le temps se pose. Prenons l'exemple d'allocation d'une autre ressource rare, telle que la monnaie. Supposons que nous possédons 3 euros. Avec, nous pourrons acheter une baguette, un pain au chocolat et un croissant. Jusque-là, ça va. Mais imagine nous avons 1 euro, juste 1 euro. Là, se pose la question de l'allocation de mon 1 euro, étant donné que je ne pourrai absolument pas acheter à la fois la baguette, le pain au chocolat et le croissant. Je vais devoir faire un choix. Allez, un autre exemple. Imaginons, dans 3 jours, j'ai un examen. Cependant, demain sort la suite d'un film que j'attendais tant au cinéma. Demain aussi, il y a le concert de Soprano, mon artiste préféré, et la finale de la Coupe du Monde. De Leonardo. Équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Et But de Zidane. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Sauver le corner, mais il a... Petit et but. Et troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute. Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Là encore se pose la question de l'allocation de mon temps. Vais-je calmement réviser et bien me reposer afin d'augmenter la probabilité de réussir mon examen? Ou irai-je regarder le concert et la finale? Je vais devoir choisir. Allouer mon temps au travail ou au loisir? Viens, on répond à la question c'est quoi une allocation optimale des ressources rares? Autrement dit, quel est le meilleur choix à faire? Il faut savoir qu'il n'existe pas de formule type toute faite d'allocation optimale sur laquelle calquer. L'allocation optimale est toujours située, dans le sens où elle dépend de la situation et des ressources dont l'on dispose. Venons-en au vif du sujet. Pour nous aider à répondre à notre question, qu'est-ce qu'une allocation optimale des ressources? Nous allons prendre 2 exemples. Supposons que nous voulons tondre les gazons de nos pelouses respectives, Michael Jordan et moi. L'allocation optimale du temps, autrement dit le meilleur choix à faire, ne sera pas le même pour Michael Jordan et moi. Michael Jordan aurait intérêt à payer les services d'un jardinier pour tondre sa pelouse. Ainsi, il pourrait disposer de son temps pour faire une pub, par exemple, qui pourrait lui rapporter des millions. Toutefois, moi, c'est pas trop le cas. Je pourrais le faire moi-même. Exemple 2, pour mieux comprendre. Imaginons un entrepreneur français et un entrepreneur indien, fabriquant des accessoires. Ces 2 entrepreneurs, bien qu'ils poursuivent le même but,
ne vont certainement pas répondre de la même façon à notre question, à savoir l'allocation optimale des ressources rares. C'est un immense labyrinthe, enchevêtrement de pièces où travaillent 200 ouvriers. Je travaille dans les ateliers Grandis, l'atelier de Rose Couture qui se trouve à Sarty dans la Manche. Donc je suis responsable d'équipe de production, de groupe de production. J'ai animé une petite équipe de 6 personnes. Dans ce cas de figure, pour produire des accessoires, nos deux entrepreneurs disposent de ressources différentes. Rappelle-toi, nous avons dit qu'il n'existe pas de formule type d'allocation optimale et que celle-ci est toujours située. Ici, nos deux entrepreneurs choisiront donc une allocation qui sera fonction des ressources bien différentes dont ils disposent. L'entrepreneur indien utilisera nécessairement plus de main-d'œuvre et moins de machines. Cela n'est pas le cas de l'entrepreneur français qui, lui, peut disposer de machines de production susceptibles de remplacer le coût de la main-d'œuvre, lequel est relativement élevé en France. Répondre à la question « Qu'est-ce qu'une allocation optimale des ressources ?» revient à répondre à la question « Quoi ? Combien ? Et comment ?» Les économistes arrivent à la conclusion selon laquelle l'économie est une science des choix, ceux qui permettent la meilleure utilisation des ressources rares. Pour ce qui est des questions de sociologie, à savoir comment fait-on société, comment explique-t-on les comportements sociaux, nous allons voir que la principale activité des sociologues est de chercher à expliquer les comportements sociaux. Par comportements sociaux, ici, nous faisons référence à nos attitudes et à nos actions. Les attitudes et actions se rapportent au comportement de groupe, mais aussi au comportement individuel. Il s'agit de savoir comment la société agit sur les comportements et les transforme. Il convient de constater que la société est structurée en plusieurs milieux et groupes sociaux. Nous appartenons, bien sûr, à certains milieux sociaux et à certains groupes sociaux et pas à d'autres. Il convient tout aussi de constater que nos comportements peuvent être influencés par les interactions que nous pouvons entretenir avec les individus. Finalement, nous verrons que la société permet d'expliquer nos comportements. Nous pouvons nous poser la question, comment la société est-elle constituée ? La société est constituée d'individus qui peuvent être considérés individuellement ou en mode groupe. L'ensemble des individus qui s'intègrent pour constituer la société forment une cohésion. On peut constater qu'il existe une cohésion sociale dans la société dès lors que prévaut une solidarité entre ses membres, un attachement au groupe, soit un sentiment d'appartenance et, finalement, quand se profile la poursuite de buts communs. Par exemple, nous avons pu la vivre joyeusement lors de la finale et après la victoire pendant la Coupe du Monde. À Marseille hier soir, 3 couleurs étaient à l'honneur, le bleu, le blanc et le rouge. Une ville de foot qui sait célébrer un titre comme il se doit. 4 ans, le champion du monde. 4 ans, le champion du monde, voilà. Eh oui, champion du monde. À l'autre bout de la France, dans ce camping à Cancale, un même bonheur partagé. Ou encore, cette fois, malheureusement et tristement, lors du déploiement de la flamme du courage suite aux attentats perpétrés par ces lâches de terroristes. Une marée humaine, place de la République à Paris, et plus de 3,5 millions de personnes au total qui ont marché en France pour la tolérance, contre le terrorisme, en hommage aux victimes de ces derniers jours, pour dire « nous n'avons pas peur », pour défendre les libertés d'opinion et d'expression. Au terme d'une semaine marquée par des attentats meurtriers, c'est la plus grande mobilisation jamais recensée dans le pays.
Un unanimisme enthousiasmant qui vient combler, le temps d'une journée en tout cas, les failles de la société française. Moi je suis venue pour la liberté d'expression, pour la liberté de chacun, pour qu'on évite l'amalgame entre toutes les différentes communautés, qu'on respecte la libre pensée en France et voilà. Et donc ça c'est voilà, je suis Charlie. Je suis venu spontanément là aujourd'hui parce que il y a des Français qui sont morts et dans l'égalité, la liberté, la fraternité, qu'on soit laïque ou qu'on soit d'une religion quelconque, eh bien notre cœur saigne. J'espère que c'est pas un feu de paille, quoi. J'espère que derrière ça va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau national, voire international, une prise de conscience qui va faire bouger les choses, quoi. Après, est-ce que c'est une utopie ou pas, je sais pas, mais on a envie d'y croire en tout cas, quoi. Char liberté, char liberté. À l'origine de ce slogan et de ce rassemblement, l'attaque perpétrée mercredi contre le journal satirique Charlie Hebdo. Paris était bien aujourd'hui, en ce dimanche, la capitale du monde, la capitale de la liberté. Et elle entend bien le rester et elle l'a prouvé ce soir en mobilisant donc tant de monde dans les rues, partout. Des gens venus de tous horizons, de tous âges. Vraiment une très forte mobilisation historique. Une place de la nation qui était donc à la fois une place de la liberté, une place de la République. Nous allons maintenant répondre à notre dernière question avec les politistes. Les politistes, eux, cherchent à expliquer comment le pouvoir politique s'acquiert et s'exerce. Pour introduire cette dernière partie, nous allons étaler les éléments de définition. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité au sein d'une relation sociale de faire réaliser sa volonté. Par exemple, entre père et fils. Le père qui dirait à son fils, genre, à partir de 21h, j'ai le droit de te demander d'aller te coucher si le lendemain tu as école. Je t'ai dit d'aller te coucher. Veux rester avec la pinou. Non, tu vas te coucher maintenant ou sinon ce sera une tape sur les fesses. Non, sinon j'appelle la police. Oh, moi, c'est moi qui paye les billes. Comme mon papa me disait quand j'étais petit. C'est ça ou sinon tu tapes sur les fesses. Tu sais quoi, c'est pas mon papa. On voit dans cette vidéo la petite fille dire au garçon « Non, tu n'es pas mon papa ». Le pouvoir s'observe dans des situations où l'un n'aurait pas effectué d'action sans la volonté de l'autre. Dans le couple, il existe des relations de pouvoir. Dans l'amitié aussi. Quand je dis à mon ami « Viens, on va au cinéma », peut-être qu'il n'avait pas envie d'aller au cinéma. Toutefois, compte tenu de notre amitié, il est possible qu'il vienne avec moi au cinéma. J'ai un pouvoir relatif sur lui et vice-versa. Le pouvoir politique, lui, s'observe dans un cadre plus large, c'est-à-dire il s'exerce géographiquement à l'échelle d'un territoire ou sociologiquement parlant à l'échelle d'une société. Prenons un exemple. Quand l'État demande aux citoyens d'obéir à la loi. Ou encore, quand le maire décide de rendre obligatoire le port du masque dans la ville pour protéger la population. À une échelle plus réduite encore, dans un établissement scolaire, le directeur, à partir du règlement intérieur, peut autoriser ou interdire le port d'une casquette dans la cour de récréation. En résumé, le pouvoir politique existe dès lors qu'une personne élue ou nommée conduit les membres d'une collectivité à obéir aux lois ou aux règlements que ces derniers n'appliqueraient pas nécessairement. Le pouvoir politique s'exerce dans un cadre où sa légitimité est socialement reconnue, c'est-à-dire quand les personnes qui ont édicté les lois et règlements à respecter sont reconnues légitimes par les personnes qui vont devoir s'y soumettre et y obéir. Ici, on parle de pouvoir légitime. Dans les pays au régime démocratique, la question de la légitimité du pouvoir demeure centrale. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos de SOS super passionnantes. Salut!